Allô, bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, alors bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Super. Moi, c'est Calixte Medjaninou, directeur de la planification, du suivi et de l'évaluation au FND, point focal assurance agricole au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc, je suis désigné pour être l'acteur principal de cette rencontre. Merci. Bon. D'accord, merci beaucoup monsieur Midianinou. Alors, une fois encore, bonjour à tous. Bienvenue à ce 3e numéro de FNDA Talk. Aujourd'hui encore, nous vous retrouvons pour un échange d'une importance capitale pour le monde agricole béninois, alors que les aléas climatiques, les ravageurs, les maladies, les catastrophes naturelles et surtout les pertes agricoles fragilisent bien sûr nos producteurs. Il y a une solution qui émerge comme un véritable filet de sécurité qu'on a appelé assurance agricole. Mais comment cette solution, comment ce projet fonctionne-t-il réellement? Quelles sont les conditions de sa mise en œuvre au Bénin? Et surtout, quels sont les facteurs clés pour garantir son efficacité, son adoption durable par les acteurs du secteur? Alors, c'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans ce numéro, placé sous le thème assurance agricole, mécanisme de mise en œuvre et facteurs de réussite. Nous en parlons avec M. Calixte Medjaninou, comme il a su bien dire tout à l'heure, dont l'expérience et la connaissance du terrain, bien sûr, nous éclairerons tout au long de ce webinaire sur les efforts en cours et les perspectives pour les producteurs agricoles au Bénin. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à M. Medjaninou pour nous dire de façon claire ce qu'on peut comprendre par le projet pilote d'assurance agricole au Bénin, parce qu'il peut y avoir des gens qui, ça va être la première fois qu'ils ont entendu parler de ce projet au Bénin. Et voilà, vous allez nous dire quels sont les fondements du projet, les objectifs poursuivis par ce projet, et bien sûr les acteurs majeurs, les bénéficiaires de ce projet pilote de l'assurance agricole au Bénin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Et bonjour à tous. Et je suis très reconnaissant de la présence de chacun et chacune et à cette séance, disons, d'échange sur l'assurance agricole au Bénin. Je voudrais, avec votre permission, faire un clin d'œil, présenter mes remerciements à 4 entités majeures et vraiment impliquées dans cette question assurantielle. C'est d'abord le chef de l'État qui, à travers une volonté politique, a voulu donner corps à l'assurance agricole au Bénin. Vous savez que vers la fin de l'année passée, il y a eu une communication qui a été approuvée en Conseil des ministres, mais avant que cette communication ne soit introduite, elle a été discutée, présentée au chef de l'État qui a donné son avis favorable pour qu'on puisse effectivement évoluer avec, bien entendu, le soutien de l'ensemble du gouvernement. La deuxième personnalité, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui s'est effectivement vraiment impliqué à tous les échelons du parcours jusque-là, tous les éléments qui ont été, disons, dimensionnés en termes d'objectifs
cela a été fait avec son implication et son ouverture à l'échange. La troisième personnalité, c'est le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, qui suit personnellement ce dossier et qui voudrait vraiment avoir une bonne fin en ce qui concerne le projet pilote d'assurance agricole. Et donc, la quatrième personne qui, sans elle, on ne pourrait pas vraiment, évidemment, sur le plan opérationnel, on ne pourrait pas aboutir à des résultats probants. C'est le directeur général du Fonds national de développement agricole, qui est mon DG, qui s'est impliqué, qui n'hésite pas à se déplacer vers toutes les institutions et vraiment impliquées pour vraiment porter le message et pour convaincre. Et vous savez, j'ai un DG qui, sa présence seule rassure, ça rassure, parce qu'évidemment, il a pu démontrer toute l'importance du travail qu'il a fait par le passé. Il a pu convaincre de sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'il se présente en face d'une institution pour poser son problème, en tout cas pour ce qui concerne l'assurance agricole, il est écouté et il arrive à convaincre. Donc, merci à toutes ces personnalités qui permettent aujourd'hui que la question assurantielle et relative au domaine agricole soit en train de prendre corps. Alors, pour revenir à votre question, je dirais que d'abord, l'assurance agricole est une mesure permettant de sécuriser les revenus des producteurs agricoles tout en leur permettant, n'est-ce pas, de se protéger contre les risques climatiques. Et quand je parle de producteurs agricoles, n'ayez pas une vue restreinte, et, disons, liée à l'activité de production végétale, mais ayons une vue assez large pour tenir en même temps non seulement de la production végétale, mais aussi de la production animale et de la production halieutique. Et parlant d'assurance agricole, on fait cela pas sur des maillons et de commercialisation ou de transformation alimentaire, lesquels maillons sont couverts par des risques assurantiels qui ne sont pas nécessairement l'assurance agricole. Donc, en gros, quand on parle d'assurance agricole, il faut plutôt voir des tests qui sont liés aux maillons de production végétale, production animale et production halieutique. Ça, c'est l'assurance agricole de façon globale. Mais le projet pilote, puisque vous avez demandé qu'on clarifie les fondements du projet pilote, où est-ce que l'idée est née? Vous vous rappelez qu'il y a plus d'une dizaine d'années en arrière, Bénin a connu l'expérience de l'association mutuelle agricole, à savoir AMAM, qui n'a pas prospéré parce que, évidemment, AMAM a montré sur le chemin des faiblesses. Et l'élément le plus fort lié à ces faiblesses, c'est le type de produit assurantiel qui était commercialisé par l'AMAM. En fait, qui n'était pas de la faute de l'AMAM, mais ce fait que c'était le produit assurantiel qui était en vogue dans beaucoup de pays. Je veux parler de l'assurance agricole basée sur la pluviométrie. Alors, cette assurance agricole, ce produit avait montré des limites parce que n'arrivait pas à couvrir tous les risques agricoles auxquels le producteur pouvait faire face. Voilà. De sorte que finalement, l'AMAB a dévié sur l'assurance classique, à savoir l'assurance automobile et autres. Il y a aussi même des sinistrés qui se sont déclarés, qui ont été déclarés comme tels, mais qui n'ont pas été indemnisés au fil du temps. De sorte qu'en 2017, l'agrément qui a été accordé à l'AMAB par la CIMA lui a été retiré, de sorte que depuis 2017 jusqu'à un passé récent, le Bénin est resté sans mesure assurantielle pour couvrir les activités agricoles.
Alors, mais le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche n'est pas resté bras croisés, de sorte que dans les différents documents de politique agricole, l'assurance agricole a été inscrite comme étant un objectif, comme étant, disons, un domaine qu'il faut mûrir, qu'il faut creuser. Et c'est pour cela qu'en 2022 et 2023, le ministère a lancé une étude de faisabilité et sur les questions de risque assurantiel agricole. Et cette étude de faisabilité a été portée par le FNDA avec le soutien de la coopération suisse à travers la DDC, où un cabinet a été recruté et qui a conduit cette étude de faisabilité avec, bien entendu, une structure. Et donc, cette étude de faisabilité a révélé certains résultats dont je vais citer deux majeurs. Le premier, c'est de proposer un autre produit assurantiel qui n'est plus l'assurance agricole à indice pluviométrique, mais c'est l'assurance agricole à indice de rendement. Ça veut dire que le risque, disons, qui est, disons, évalué, qui sera évalué, n'est plus un risque basé exclusivement sur la pluviométrie, mais un risque basé sur le rendement, parce qu'en réalité, au niveau du producteur agricole, le résultat final, c'est quand même le rendement. Et le rendement n'est que le résultat de tous les risques systémiques que le producteur agricole pouvait ou bien peut avoir rencontrés au cours de son activité. Alors, le deuxième résultat qui a été proposé, c'est de mettre en œuvre, c'est de développer un projet pilote pour éprouver un peu le modèle qui a été proposé par ce cabinet. Je précise que le cabinet dont il est question, c'est un cabinet international qu'on appelle PULA, qui est présent dans beaucoup de pays, plus d'une vingtaine de pays, à travers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, et qui a, disons, expérimenté ce produit assurantiel et a voulu quand même que le Bénin adopte cela. Et c'est pour ça que nous disons que le projet pilote permet en réalité, disons, d'apprécier le comportement de ce produit-là et pouvoir, disons, retenir ce qu'il faut retenir et aller à l'échelle. Donc voilà un peu comment est-ce que le projet pilote dont nous parlons est né. Maintenant, en termes d'objectifs, l'objectif qu'on s'est défini, c'est de pouvoir toucher 100 000 producteurs agricoles au moins en 2024 et en 2025. Autrement dit, les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, faire en sorte effectivement qu'on ait pu toucher directement au moins 100 000 producteurs agricoles. Et ainsi, ces trois filières qui sont retenues, à savoir la filière riz, représentant les produits vivriers, la filière coton, représentant les produits de commercialisation, et la filière gros ruminants, gros bétail, représentant les produits animaux. En réalité, l'étude de faisabilité, disons, a touché essentiellement 5 filières. Mais puisque pour un projet pilote, on ne pouvait pas embrasser toutes les 5 filières avec ce que cela peut impliquer en termes de ressources financières, donc nous nous sommes limités à ces 3 filières essentielles qui représentent quand même la grande majorité des filières que nous pouvons rencontrer au Bénin. Alors, voilà un peu comment est-ce que cela s'exprime. Et pour finir sur ce premier chapitre, c'est les acteurs impliqués. En fait, quand on parle d'assurance de façon globale, sachez que les porteurs de risques doivent être présents. Et quand on parle de porteurs de risques, ce sont les compagnies d'assurance. Ça, c'est un acteur. Le deuxième acteur, bien entendu, j'allais dire, ce sont les producteurs agricoles à travers les fêtières. La fêtière représentant le riz, c'est le CCRB. La fêtière représentant la filière coton, c'est l'AIC, mais c'est aussi la Fédération nationale des coopératives villageoises de producteurs de coton.
Et enfin, c'est la fêtière APES, mais aussi la fêtière ANOPER pour ce qui concerne l'élevage de gros bétail. Alors, si je vais évoluer sur cette information d'acteurs impliqués, c'est bien évidemment le ministère à travers le Fonds national de développement agricole, mais c'est aussi les institutions financières qui peuvent être sollicitées pour aider à collecter les primes d'assurance agricole au niveau des bénéficiaires, mais aussi on a mis à contribution les OTM, à savoir les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont effectivement sollicités pour aider à collecter les primes, mais aussi pour aider à payer les indemnités au cas où il y aura des indemnités à payer aux producteurs agricoles. Vous savez que le Bénin a évolué en termes disons, de paiement mobile, et nous disons que ça soit la collecte des primes ou le paiement d'indemnités, il faut nécessairement sécuriser tout ce que nous déployons ou tout ce qui est déployé comme ressources financières. Et c'est pour ça, bien évidemment, nous pensons disons qu'il faut mettre à contribution les OTM pour aider effectivement à collecter les primes en toute sécurité, mais aussi à payer les indemnités en cas où il y aura des indemnités à payer aux bénéficiaires. Donc, voilà ce que j'ai à partager sur ce premier chapitre. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur le DPSE. Vous avez fait cas des acteurs, et parmi les acteurs, vous avez parlé également du FNDA qui nous réunit ici aujourd'hui d'ailleurs. Et ma question est de savoir quel rôle joue le FNDA dans la mise en œuvre de ce projet, c'est-à-dire quelle est la contribution de l'État à travers le FNDA dans la mise en œuvre de ce projet pilote à l'assurance agricole. Alors, c'est deux choses. C'est d'abord le rôle du FNDA. Retenez tout simplement que le FNDA se retrouve dans ce dispositif-là en tant que collecteur des primes qui proviennent naturellement de l'État, mais aussi des partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu appuyer le projet pilote, mais aussi les contributions venant des bénéficiaires. Donc, le FNDA est là pour collecter, pour développer tout le mécanisme qu'il faut collecter les primes, mais ces primes-là ne restent pas au niveau du FNDA. Ces primes ne sont pas utilisées par le FNDA, mais ces primes sont transmises intégralement aux assureurs. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le FNDA qui porte le risque. C'est plutôt les assureurs qui sont porteuses ou porteurs de risques. Et bien évidemment, c'est aux assureurs qu'il faut transmettre l'entièreté des primes qui sont collectées. Alors, qu'est-ce que nous avons pu avoir pour appuyer financièrement ce projet pilote-là? En termes de coûts, le projet pilote a été évalué à un montant total de 2,340,590,457 francs CFA. Et ce montant à plus de 2 milliards n'est composé que des contributions des primes d'assurance à travers les différents partenaires et les bénéficiaires. Alors, lorsque nous prenons l'État, comme je l'ai dit à l'entame, vous avez suivi la communication qui a été approuvée. C'est une communication, disons, de 1,522 milliard et quelques qui a été approuvée par le gouvernement pour appuyer le projet pilote. Mais ensuite, c'est la contribution des partenaires techniques et financiers comme la coopération suisse qui a apporté une contribution de 340 millions pour aider à payer les primes d'assurance. Mais c'est aussi la coopération luxembourgeoise qui a apporté une contribution de 40 millions de francs CFA. Et lorsque nous mettons ensemble la contribution de la coopération suisse, de la coopération luxembourgeoise et de l'État béninois,
ça fait une contribution de 80% qui est apportée comme subvention. Alors, le reste des 20%, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui apportent cette contribution. Voilà. Et si je rentre en détail sur ce chapitre, pour, disons, assurer une unité économique au niveau de nos différents producteurs, des différents types de producteurs, nous avons dit que pour le riziculteur, c'est 1,5 hectare de riz qui est assuré. Pour le cotonculteur, c'est 2 hectares de coton qui sont assurés. Et pour l'éleveur de bétail, c'est 2 têtes de gros ruminants qui sont assurés. Alors, pourquoi nous avons défini ces objectifs au niveau individuel? Justement, c'est parce que c'est un projet pilote. Et quand on parle de projet pilote, avec les subventions que nous avons pu mobiliser, entendez alors que ces subventions-là doivent être partagées de façon équitable. Et c'est justement pour cela que nous estimons qu'il faut définir un objectif par bénéficiaire, de sorte que au niveau du riziculteur, pour les 1,5 hectares, normalement, la prime à payer fait 13 650 francs CFA. La prime à payer. Les 80% sont payés, comme je l'ai dit, par l'État et les partenaires, et les 20% ne représentent que 2 730 francs CFA. Donc, finalement, le riziculteur, pour 1,5 hectare, paye 2 730 sur les 13 650. Pour le cotonculteur, les 20% font 5 508 francs CFA sur 27 540. Donc, ça fait plus de 20 000, en tout cas 20 032 francs qui sont pris en charge par la subvention de l'État et des partenaires. Pour l'éleveur de gros bétail, lui, il paye 4 698 francs CFA pour 2 têtes sur les 23 490 francs nécessaires pour couvrir les 2 têtes. Donc, comme je l'ai dit, il ne paye finalement que 4 698 francs CFA. Alors, ce que je dis, c'est durant une campagne agricole. Donc, ce n'est pas que le producteur, à son niveau, paye sa contribution de prime et va croiser les bras sur des années. Non. Donc, c'est chaque année qu'il faut payer ces montants, de sorte qu'à l'issue de la campagne agricole, la sinistralité est évaluée et ça permet de déterminer si le producteur, si le bénéficiaire est sinistré ou non. Donc, voilà, en termes de contribution de l'État, en termes du rôle du FNDA dans le dispositif. Ça peut aller? Oui, oui, je crois que ça peut aller. Je l'espère aussi pour ceux qui nous suivent. Et justement pour ça, je voudrais rappeler que si au cours des explications qui sont données par le DPSE, s'il y a des préoccupations, vous pouvez les laisser dans le chat, si l'on a dans la conversation, ou levez votre main pour poser une préoccupation qui vous aurait passé par la tête. Donc, je crois que voilà, merci. Je crois que au niveau de cette question de contribution de l'État à travers le FNDA, je crois que c'est bien clarifié. Et ce que moi j'aimerais savoir, il y a un côté où on parle des effets liés au changement climatique. Et je m'en vais vous demander alors comment ou sinon en quoi le projet est-il une réponse aux effets du changement climatique. Il s'agit ici de nous montrer un peu l'importance du projet sur ce plan-là. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont levé la main, nous allons permettre au DPSE de répondre rapidement à cette question et par la suite, on pourra vous prendre. Merci beaucoup. Alors je vais dire, en fait, et pour comprendre le changement climatique, en tout cas pour définir ce qu'est le changement climatique, il faut peut-être essayer d'expliquer ce que sont que les effets liés au changement climatique. Vous savez, parlant de changement climatique, c'est un phénomène
disons, péremptoire qui tient toute la planète et tout le monde au respect. Et on le comprend mieux, comme je l'ai dit, si on s'intéresse à clarifier, disons, les effets liés au changement climatique. Et quand je parle d'effets liés au changement climatique, c'est plus simple d'expliquer en disant que ce qu'on observe de plus en plus depuis des années, plusieurs années déjà, ce sont les irrégularités des saisons. Le producteur agricole, en début de campagne, ne peut pas prévoir effectivement quand est-ce que la pluie commence, alors qu'il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, on sait qu'à tel moment, on peut avoir déjà les premières pluies. Depuis quelques années, ce n'est pas le cas. Le démarrage fausse, et même si les pluies viennent avec beaucoup moins d'importance, et ce qui fait que la production même en tant qu'activité économique est vraiment hypothéquée. C'est aussi tout ce qu'on observe de plus en plus comme prolifération des insectes, comme maladie des plantes et des animaux. De plus en plus, tout ça, ce sont des effets du changement climatique. Alors, tout cela hypothèque vraiment les récoltes, hypothèque donc la production et hypothèque les revenus au niveau du producteur. Vous voyez? Et donc, avec ce projet pilote, c'est déjà de garantir, disons, en cas de perte au niveau de la production, de garantir, comme je l'ai dit, un minimum de revenus pour permettre aux producteurs, à l'éleveur, de ne pas perdre totalement l'espérance en termes de produits auxquels ils s'attendaient. Donc, l'importance de ce projet pilote, c'est de toucher du doigt, de faire toucher du doigt par le producteur et l'éleveur que même en cas de perte de la production agricole, il est possible d'avoir une structure qui puisse vraiment aider à supporter à un niveau donné le niveau de perte qu'on a encouru. Évidemment, on ne peut pas espérer que tout ce qu'on aura perdu dans une exploitation, qu'il y ait une structure qui puisse venir tout payer, mais c'est déjà qu'on puisse espérer qu'il y ait une partie qui soit prise en charge. Et l'importance de l'assurance agricole, c'est que quand l'indemnité vient, ça permet au moins de faire face aux premières dépenses pour le démarrage de la production agricole. Vous avez suivi les témoignages que les producteurs agricoles bénéficiaient de l'assurance agricole en 2024, et ces témoignages qui ont été faits, à savoir que certains qui ont reçu ces primes-là ont permis au bon moment de faire face à l'achat d'intrants et autres. Et finalement, il faut retenir que l'assurance agricole vient comme étant un intrant pour le producteur agricole et l'éleveur de bétail, un intrant au même titre que l'achat de semences, au même titre que l'achat d'engrais. Et donc, c'est aussi un intrant dont le producteur agricole doit faire la planification et savoir qu'en début de campagne, il faut nécessairement débourser ce qui lui est demandé pour couvrir son exploitation agricole. Et ce qu'on demande, c'est pas quand même quelque chose d'insupportable. Et c'est pour ça que la prime API a été dimensionnée à ce niveau pour permettre aux producteurs agricoles quand même d'y faire face. Voilà un peu ce que je peux dire en termes de réponse aux effets liés au changement climatique. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur le DPSE. Avant de continuer, je vais donner la parole rapidement, si vous le permettez. Je vais donner la parole rapidement à monsieur, sinon au docteur Morest Agossadou pour, si c'est une préoccupation, il va poser rapidement sa préoccupation et on va passer à autre chose. Merci, docteur Morest, de bien prendre la parole, s'il vous plaît. Commencer par remercier M. Kalis pour la présentation qui est très claire. J'ai pris du plaisir à
la présentation et j'ai voulu quand même faire cette petite intervention pour comprendre un ou deux aspects de l'assurance agricole. Je suis agronome de formation et j'ai fait une thèse de doctorat sur justement la question d'acceptabilité de l'assurance agricole au Bénin. Donc, ce serait un plaisir pour moi, au-delà de ce call-là, de ce meeting, si possible, de rencontrer M. Kalis pour en parler davantage. Alors, la première question que j'ai, c'est de savoir le type d'assurance agricole dont M. Kalis a parlé, c'est-à-dire l'assurance basée sur le rendement. Ma préoccupation est de savoir de façon concrète comment est-ce que ça sera mis en œuvre. Comment est-ce que le sinistre est identifié, qualifié et voilà, comment est-ce que les dégâts seront évalués? J'ai bien envie de savoir en fait comment est-ce que ça va se faire de façon pratique. C'est quand on parle d'assurance agricole indicielle, enfin basée sur les indices climatiques, on sait un peu ce à quoi ça ramène. Mais par contre, quand on parle d'assurance agricole basée sur le rendement, je suis intéressé de savoir de façon concrète comment est-ce que ça va s'opérationnaliser. Ma deuxième préoccupation et la dernière, j'ai bien envie de savoir si les primes d'assurance agricole varient en fonction du CES. En fonction du CES. Donc, est-ce que que l'on soit femme ou homme, est-ce qu'on paie la même prime pour la superficie qui a été retenue, ou bien il y a une différence que l'on soit homme ou femme. Merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, merci beaucoup à vous, Dr Morest, pour vos Merci beaucoup. préoccupations. Oui, monsieur Midiaïnou, vous pouvez aller. Merci beaucoup. Merci. Et je voudrais quand même poursuivre en saluant bien évidemment les PSF, les prestataires de services financiers et partenaires du FNDA. Et je veux nommer les banques. Nous avons une dizaine, 10 banques exactement avec lesquelles le FNDA est en partenariat. Nous avons 18 SFD avec lesquels le FNDA est en partenariat. Et nous avons échangé avec les SFD, les IEF, tel qu'on le dit actuellement, agricole. Je voudrais aussi dire qu'en ligne, je ne l'ai pas constaté, mais le partenaire technique à l'implémentation, j'ai dit tout à l'heure que c'est un cabinet international, d'abord qui a aidé à réaliser l'étude de faisabilité. Et comme c'est des experts en matière d'assurance agricole basée sur le rendement, ils ont été sollicités pour aider à développer, disons, ce projet pilote. Donc aujourd'hui, c'est M. Pierre Sagara qui représente le cabinet Poula au Bénin et qui couvre tous les pays d'Afrique francophone. Je crois qu'il doit même revenir au Bénin demain, mais il sait que cette séance se tient, donc il doit pouvoir être en ligne et aider aussi à clarifier certaines questions techniques. Alors, sur la question de l'acceptabilité des bénéficiaires, je dirais qu'au cours de l'étude de faisabilité, les bénéficiaires potentiels de plusieurs filières confondues ont été approchés individuellement et en groupe, par groupe aussi. Et le modèle leur a été profondément expliqué. Ce qui les a intéressés, c'est, disons, bénéficiaires potentiels approchés ont vraiment compris ce modèle d'assurance agricole et qui était retenu en ce moment pour être mis en œuvre
Et déjà, ils ont dit qu'ils consentaient à payer la prime à hauteur de 50%. Déjà. Évidemment, retenez que quand on parle des aspects qui sont pris en charge et qui sont couverts par l'assurance agricole au niveau des producteurs végétaux, ce sont les intrants. Ce sont les intrants. Donc, les intrants majeurs ont été identifiés et le coût de ces intrants majeurs ont été évalués de sorte que pour un hectare de riz, les intrants, disons, utilisés par les riziculteurs font un total de 130 000 francs CFA. Ça veut dire que ce qui est couvert au niveau du riziculteur par hectare, c'est une valeur de 130 000 francs CFA. Au niveau du cotonculteur, les intrants majeurs donnent un montant total de 197 000 francs CFA par hectare. Donc, ce qui est couvert en termes de risque, c'est un montant total par hectare de 197 000 francs CFA. Et pour l'éleveur de bétail, le niveau de fourrage nécessaire pour alimenter une tête de bétail par an a été évalué. La documentation existe de ce point de vue-là et a révélé que pour nourrir une tête de bétail par an, pour le fourrage, il faut débourser 145 000 francs CFA. Donc, ce sont ces valeurs-là, traduites en termes monétaires, qui sont couvertes par unité économique. Voilà. Ça, c'est ce qui est couvert au niveau des unités économiques. Maintenant, concrètement, comment est-ce que le sinistre est identifié et qualifié? Voilà. Sur un plan purement technique, un plan opérationnel, l'espace national a été divisé en zones agroécologiques homogènes. Bien entendu, il ne faut pas assimiler ces zones agroécologiques à ce qui est connu aujourd'hui. Nous savons que nous avons 7 ou 8 zones qui s'apparentent un peu au pôle de développement agricole. Mais ici, c'est des zones agroécologiques qui mettent en commun des espaces qui se retrouvent au niveau du même niveau de rendement. Évidemment, des autres conditions agroclimatiques. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de zones agroécologiques. L'année passée, nous avons travaillé avec 7 zones agroécologiques. Cette année, nous sommes à plus de 30. Nous sommes à plus de 30. Voilà. Donc, par zone agroécologique, il y a déjà la liste des bénéficiaires qui est déjà connue. Nous connaissons a priori la liste des riziculteurs, la liste des cotonculteurs et la liste des éleveurs de bétail en début de campagne. Et au niveau d'une zone, de la même zone, il y a un échantillonnage qui est effectué au sein de la liste, au sein de la base de la zone. L'échantillonnage qui est effectué permet de cerner des individus au niveau desquels il faut installer des carrés de rendement. J'ai dit tout à l'heure que le produit qui est commercialisé, c'est l'assurance agricole à indice de rendement par zone. Par zone. Supposez que vous avez plusieurs centaines de personnes bénéficiaires dans une zone. On ne peut quand même pas aller d'exploitation à exploitation pour évaluer le niveau de rendement. Et donc, ce qui est fait, c'est un échantillonnage entre 25 et 75 exploitations qui sont identifiées, échantillonnées dans la zone. Et à un moment donné de la campagne agricole, des carrés de rendement sont posés. C'est des carrés de rendement de dimension de 5 fois 8 mètres. C'est ça, qui sont posés dans l'exploitation de ce nombre de producteurs échantillonnés. Et à un moment donné de l'évolution de la végétation, l'évolution de l'exploitation, il y a des rendements qui sont, disons, des récoltes qui sont effectuées. Évidemment, à un moment donné, il y a d'abord la récolte au niveau enfin, frais, à l'état frais. Mais ce qui est important,
c'est la récolte qui est effectuée à l'état sec, puisque c'est cette récolte-là qui est évaluée en termes de récolte et bien sûr en termes de rendement. Et donc, finalement, le rendement moyen de la zone est estimé sur la base du rendement au niveau des bénéficiaires échantillonnés de la zone. Retenez qu'avant ça, il y a un rendement moyen historique qui est établi. En fait, le rendement moyen historique, c'est le rendement espéré par le producteur. Le rendement espéré par le producteur. Voilà. Donc, ce rendement moyen est établi et on sait qu'en début de campagne, nous avons tel kilogramme à l'hectare qu'on espère, que le producteur espère en moyenne, et le rendement moyen de la zone de l'année en cours est confronté au rendement moyen historique. Ça, c'est le premier niveau d'estimation. Et lorsque le rendement moyen de l'année en cours est moins de 70% du rendement moyen historique, donc si c'est au plus à 70%, ça veut dire que l'objectif au niveau de la zone n'est pas atteint. Et donc, les individus de cette zone sont éligibles à l'indemnisation. Il semble que la connexion a eu un petit hic tout à l'heure. Je disais tantôt que le rendement moyen de l'année en cours est estimé sur la base des rendements que nous avons évalués au niveau des personnes échantillonnées. Cela nous permet d'établir une moyenne de l'année en cours. Et cette moyenne de l'année en cours en termes de rendement de la zone est confrontée au rendement moyen historique. Et lorsque le rendement moyen de l'année en cours est moins de 70% du rendement moyen historique, alors l'individu ou tous les producteurs de la zone sont éligibles à l'indemnisation. J'espère qu'il me fait comprendre. Le rendement moyen de l'année en cours plutôt est à au moins 70% du rendement moyen historique. Ça veut dire que si c'est au-delà de 70% du rendement moyen historique, donc on estime que la campagne n'a pas été mauvaise et que les producteurs de la zone n'ont pas d'indemnité à prendre, à percevoir. Donc voilà un peu comment est-ce que les sinistres sont identifiés et qualifiés. Je disais que j'espère que Dr Morest est satisfait des réponses qui ont été servies. Il y a une deuxième main qui est... Oui, monsieur Jean-Baptiste. Je crois que ça peut y aller. Oui, je suis satisfait. Je remercie une fois encore monsieur Kalis pour les éléments de réponse. Sauf voilà, que j'ai une certaine crainte. J'ai des peurs. Et je pense que ce n'est pas dans ce cadre-là que je vais les exprimer. Je trouverai le moyen, n'est-ce pas, de me rapprocher de monsieur Kalis pour qu'on en parle. J'ai des peurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On va donner la parole rapidement à monsieur Marius Avonoma DB pour qu'il puisse poser sa préoccupation. Je vais demander au docteur Morest de bien vouloir baisser sa main pour qu'on puisse voir ce qui reste. Monsieur Marius Avonoma DB, vous avez la parole. Merci. Alors, bonjour. J'espère que vous me recevez. 5 sur 5. OK, merci beaucoup. Merci à M. Ndiaye pour sa communication. Je crois que ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur le pilote d'assurance agricole au Bénin. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir comment le ciblage se fait pour être bénéficiaire. Parce que nous avons mis des financements en place, c'est notre rôle d'ailleurs, mais bon, nous n'avons pas été associés parce que voilà, nous sommes également partenaires du FNDA, mais de façon opérationnelle sur le terrain, bon, comment est-ce que nos producteurs peuvent bénéficier de cette assurance-là? Vraiment, nous n'avons pas en tout cas le processus par lequel on pourrait enrôler nos clients pour en bénéficier. Donc, c'est ma préoccupation. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup.
Monsieur Marius, oui, monsieur le directeur, comment le ciblage se fait? C'est sa préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Avonomandegbe Marius. Alors, vous savez, si tout le monde comprend la question d'assurance agricole telle que cela est en train de se développer au Bénin, il faut, disons, s'attendre à un risque qui est que même celui qui n'est pas producteur, même celui qui est juste conducteur de taxi-moto, se trouve juste les 2730 ou les 5508 et s'inscrit à travers une plateforme. Je vais expliquer tout à l'heure que l'inscription, le paiement de la prime se fait à travers une plateforme. Alors, pour que cela se développe en toute sécurité, la question de ciblage et d'inscription et donc le paiement, les personnes qui sont à même de reconnaître que telle personne est producteur de riz, producteur de coton ou éleveur de bétail, c'est quand même les coopératives agricoles au niveau villageois, mais c'est aussi les CSEC. Quand on dit CSEC, c'est les représentants des ATDA au niveau des communes. Donc, c'est eux qui font établir la liste, laquelle liste est, disons, consolidée au niveau des REMSA, des fêtières, et ces listes-là nous sont transmises au FNDA. Donc, je pense que si vous avez des gens, comme l'a dit M. Marius, que vous avez déjà sensibilisés, c'est déjà de leur dire de se retrouver à travers une liste au niveau communal ou au niveau villageois. C'est plus simple et c'est très simple ainsi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je comprends que vous avez répondu. Allez. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Marius. Vous pouvez baisser votre main pour qu'on puisse voir ce qui reste également. On va donner la parole à monsieur Koucho Kero Marcelin de NCA Bank pour poser sa préoccupation. Monsieur Marcelin Koucho Kero, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. OK, alors on va prendre Africa Finance pour poser sa préoccupation rapidement. OK. Bonjour à vous. Merci Bonjour. pour la présentation, M. Kalis. Moi, c'est M. Achille Girossin de Africa Finance. J'avais une préoccupation qui a déjà été prise en compte tout à l'heure. La seconde, ça concerne la présentation qui vient d'être faite. Il a dit que le montant, le sinistre survient lorsque le montant moyen de l'année est inférieur à 70% du montant du rendement moyen historique, si j'ai bien compris. Et dans ce cas, comment est-ce que le paiement se fait? Qu'est-ce qui est défini au niveau de la plateforme pour que les producteurs puissent être dédommagés? Est-ce qu'il y a déjà un exemple ou bien quand est-ce qu'il faut définir ce dédommagement-là? Vu qu'il y a un pilote qui est déjà en cours, est-ce qu'on vient de finir 2024? Quels sont les premiers résultats si il y en existe déjà? Merci. Merci beaucoup, monsieur de SIA. Je vais préciser que faut pas mélanger les questions de montant et les questions de rendement. Les comparaisons que j'ai faites en disant, en fait, j'ai dit précisément que le rendement moyen de l'année en cours est comparé au rendement moyen historique. Est comparé au rendement moyen historique. Et lorsque le rendement moyen de l'année en cours est, disons, au plus de 70%, disons que si ça n'atteint pas 70% du rendement moyen historique, donc l'individu ou les personnes de la même zone sont éligibles à l'indemnisation. Je reprécise en me répétant,
lorsque le rendement moyen de l'année en cours est moins de 70% du rendement moyen historique, les individus de la même zone sont éligibles à l'indemnisation. N'oubliez pas que j'ai parlé d'assurance agricole à indice de rendement par zone. Ça veut dire que dans une zone donnée, c'est la question qui est prépondérante ici, c'est le fait qu'on accepte conjuguer, disons, mutualiser les efforts au niveau de la zone. En fait, c'est la spécificité de l'assurance agricole à indice de rendement par zone. Ça veut dire qu'il ne s'agira pas de vouloir chercher à déterminer que dans une même zone, il y a un individu qui a eu un niveau de rendement beaucoup plus bas qu'un autre individu. Non, parce que c'est le rendement moyen qui est établi. Et quand on parle de moyenne, ça s'impose à tous les producteurs de la même zone. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le même montant de la prime d'assurance agricole qui est payé par le producteur. Quand je prends le riz, c'est 2730 francs à chaque producteur, que vous ayez emblavé 50 hectares ou que vous ayez emblavé 1 hectare. C'est pourquoi c'est une moyenne d'1,5 hectare qui a été retenue pour être assurée. Et le montant pour assurer les 1,5 hectares pour un riziculteur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 13 650, mais le producteur ne paye que 2730, quelle que soit l'étendue de sa superficie mise en valeur. Et j'ai dit à l'entame que pourquoi nous avons confiné tout le monde sur un même niveau de superficie à couvrir en termes de risque. C'est parce que ici, il y a une subvention qui est en jeu. Et la subvention ne peut pas servir des producteurs parce qu'ils sont peut-être gros producteurs que d'autres, parce qu'ils sont femmes ou hommes. Je réponds à la question de tout à l'heure pour savoir si on est femme ou homme, la prime à payer est différente. Non, c'est la même prime. C'est la même prime. Donc, ce qui est payé s'il y a sinistre, c'est le même montant qui aurait été évalué en termes d'indemnité à verser. C'est ce même montant qui est payé à tous les producteurs de la même zone qui se retrouvent dans la liste et qui ont effectivement payé leur contribution à la prime d'assurance agricole. Je ne sais pas si j'ai bien développé cette partie-là. Ça Oui, peut aller. ça peut aller. Ça peut aller. C'est que ce montant à payer, est-ce que c'est défini d'avance ou bien c'est quand le sinistre survient qu'il faut le définir? Je n'ai pas suivi. Je disais le montant qui est à payer pour les sinistrés. Est-ce que ce montant est défini d'avance ou bien c'est au moment où le sinistre survient qu'il faut le définir? J'ai dit tout à l'heure que c'est des montants d'indemnité qui sont définis quand le sinistre est évalué, quand le sinistre a été évalué. Donc, ce n'est pas d'avance. Vous comprenez que quand on parle d'assurance agricole ou d'assurance tout court, en fait, c'est une mesure préventive. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on a payé sa prime d'assurance agricole qu'il faut espérer être frappé par un sinistre. Non, mais c'est qu'on le paye et on se dit que quand il y a sinistre, vous aurez la chance d'avoir un appui pour supporter un peu le niveau de risque, enfin le niveau de sinistre que vous avez encouru. C'est ça. Donc, quand le sinistre a été évalué, parce que c'est un processus. Nous sommes en début de campagne, il y a les listes qui ont été recensées, les personnes recensées à travers une liste, la liste qui a été transmise, les personnes qui ont payé leur indemnité, non, plutôt leur prime,
les personnes qui ont payé leurs primes. Et de façon opérationnelle, les individus commencent par être suivis par le partenaire technique à l'implémentation qui installe des carrés de rendement, qui évalue les récoltes. Et c'est quand on a évalué la récolte qu'on peut alors déterminer les niveaux de sinistre et donc le montant d'indemnité à payer. Vous voyez? Vous, peut-être pendant qu'une question est en train de circuler, vous projetez un tableau qui indique, voilà, qui indique, excusez, je vais partager l'écran. Oui, oui. Oui, ça va, ça oui. peut aller, allez-y. Voilà, l'écran est perçu. Voilà, je vais peut-être mettre ça en mode diapo pour vous permettre de mieux l'observer. Vous voyez? Donc, nous avons la Oui, bonjour. niveau de production. C'est le niveau de production. Et ce qui est en bas, la ligne en bas, en gris, c'est l'échelle de paiement. Alors, lorsque vous installez vos champs et en fin de campagne, l'évaluation de la récolte est faite, ils ont du rendement et il a été déterminé que vous êtes à 100% du rendement espéré. Ça veut dire que si au niveau d'Abomey et Calavi, les gens ont produit du riz et il est espéré un rendement moyen de 2 tonnes à l'hectare à Calavi. Ça, je dis n'importe quoi, hein, 2 tonnes à l'hectare. Et qu'à l'issue de la campagne, il a été révélé que vous avez au moins les 2 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'en termes de paiement pour indemnité, les personnes de la zone d'Abomey et Calavi n'ont rien à percevoir. Lorsque c'est 95% du rendement que vous avez atteint en cours historique, si vous êtes à 95%, vous n'avez rien. Mais si vous commencez par descendre au-dessous de 70% du niveau de production, si vous êtes à 65% de votre niveau de production, en vous comparant au rendement moyen historique, vous avez 5% de primes que vous percevez. Et je disais que les 5% de primes à percevoir sont définis sur quelle base? C'est sur la base du coût des intrants qui ont été utilisés dans le champ. J'ai dit tout à l'heure que par hectare pour le riz, les intrants, disons, majeurs ont été évalués en termes de coût et c'est 130 000 francs CFA. Ça veut dire que les 5% à percevoir par des individus qui sont à 65% du niveau de rendement historique, les 5% sont appliqués sur les 130 000 francs CFA pour les riziculteurs. Et les 5% sont appliqués sur la base de 197 000 francs CFA pour les cotonculteurs. Et les 5% sont appliqués sur la base de 145 000 francs CFA par unité de terre de bétail pour les éleveurs de bétail. De sorte que finalement, lorsque à l'issue de la campagne, le rendement moyen qui a été déterminé est 0%, ça veut dire que si vous n'avez rien récolté du tout dans la zone, ça veut dire que chaque producteur de la zone agroécologique concernée aura 70% des 130 000 francs CFA. Vous voyez que quelqu'un, pour un cotonculteur qui paye 5 508 francs comme contribution pour sa prime d'assurance agricole, et s'il y a, disons, en cas de sinistre total, quand on parle de sinistre total, c'est qu'il n'a rien récolté. Et quand je dis qu'il n'a rien récolté, ne voyez pas le producteur individuel. Voyez les producteurs de la même zone. Évidemment, il peut y avoir des catastrophes où les gens, les producteurs d'une même zone peuvent ne rien récolter. Ça peut arriver par hasard. C'est vrai que ça, c'est une éventualité rare. Ça peut paraître rare, mais ça peut arriver. Donc, chaque producteur de la zone
en cas de perte totale de sa production à 70% de ce que les producteurs de la zone sont supposés avoir dépensé en termes d'intrants chimiques ou en termes, disons, de fourrage pour le bétail. Donc, voilà la précision que je voudrais faire. Pour être concret, l'année passée, le projet pilote d'assurance agricole a commencé par une phase que nous avons appelée amorçage, parce que nous avons la chance que ce projet pilote soit chevauché sur 2 années consécutives, autrement dit 2 campagnes agricoles. Donc l'année passée, l'expérience a été faite avec les producteurs de riz. Pourquoi les producteurs de riz exclusivement? Parce que c'était une année où il fallait vraiment mettre tout en route. Il fallait tout faire pour aller en conseil des ministres et faire en sorte que le projet de communication soit approuvé, ce qui d'ailleurs l'a été le 23 octobre 2024. Il fallait aussi faire en sorte de convaincre les partenaires. Je remercie au passage, j'attendais la fin quand même pour faire cette adresse à la DDC et à l'USDEV. Donc, il y a eu toutes les tractations possibles pour vraiment voir démarrer cette campagne assurantielle. Donc, le projet pilote a été expérimenté avec les riziculteurs l'année passée et nous avons touché effectivement 11 000 riziculteurs et la base de ces 11 000 existe effectivement, nom par nom, localité par localité, contact téléphonique par contact téléphonique. Cette base existe. Et avec les 11 000 riziculteurs, c'est 8 communes qui ont été touchées. En fait, ce n'est pas le FNDA qui a ciblé ces 8 communes parce que cette base nous avait été transmise par le CCRB, le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin. Et cette base, évidemment, n'a pas pris en compte toutes les communes parce que dans cette base, il n'y a pas le côté Atakora Ouest. Mais c'est la base que nous avons utilisée. Et quand on a échantillonné, parce que dans cette base, il y avait beaucoup de noms devant lesquels il n'y avait pas de numéro de téléphone. Il y avait beaucoup de noms où les qualités n'ont pas été précisées. Mais nous avons quand même eu la chance de faire un échantillon de 11 000. Et donc, les communes qui ont été concernées, qui ont été touchées, qui ont été prises en compte pour ces 11 000, c'est Karimaman, Malanville, Dassazoumé, Glazoué, Savalou, Djidja, Lalo, Ouinfi, je crois que c'est ça. Ça fait les 8 communes. Et donc, à l'issue de la campagne assurantielle, le niveau de sinistralité a été évalué et ce n'est pas le FNDA qui le fait, c'est le partenaire technique à l'implémentation qui a un dispositif opérationnel sur le terrain. C'est de personnel qui ont été, disons, détachés dans ces communes, qui ont effectivement fait des mesures de rendement. Et finalement, on s'est rendu compte que 3 communes des 8 ont des rendements qui sont en deçà des 70% du rendement historique. Les 3 communes sont Karimaman, c'est Djidja et c'est Lalo. Mais quand on a évalué le niveau de sinistralité, il se fait qu'au nord, à Karimaman, c'était plus fort et cela c'est justifié par, disons, l'inondation qui a emporté beaucoup de champs, alors que plus au centre, dans la zone de plutôt Djidja et Lalo, c'est beaucoup plus la sécheresse, mais c'est ensuite les questions d'insectes qui ont attaqué les plants et ainsi de suite. De sorte que le niveau de sinistralité, comme je l'ai dit, quand ça a été évalué, cela amenait à faire un retour de paiement d'indemnité un peu plus important aux producteurs, riziculteurs de Karimaman. Chaque riziculteur de Karimaman, dans la base, ils sont 1741 personnes. Chacun, effectivement, c'est vrai que tout le monde n'a pas eu, mais c'est une infime partie aujourd'hui qui n'a pas encore perçu les 65 833 francs CFA. Vous voyez, même si l'année passée, évidemment, la précision qu'il faut faire,
parce que la campagne était partie, on n'avait pas eu le temps, disons, d'opérer la sensibilisation et de faire comprendre aux riziculteurs qui doivent payer leur contribution à la prime d'assurance. 11 000 producteurs de riz n'ont payé aucune prime. Tout a été subventionné à 100%. C'est ça. Et même si l'année passée, chacun a pu payer sa contribution de 2730 comme riziculteur, mais il se fait qu'en cas de sinistre, à Carrément, chacun a pu percevoir effectivement 65 833 CFA. Le niveau de sinistre étant plus fort. Plus au centre, c'est 6 987 francs qui ont été perçus individuellement. Les producteurs de Lalo, ça fait 441 personnes. Et par les producteurs de Djidja, ça doit faire, je crois, 361 personnes à Djidja. Donc, chacun devrait percevoir et ce paiement a commencé. Alors, je voudrais préciser, si je dis se poursuit, c'est un peu comme si on est dans une lenteur. Non, en réalité, quand on parle d'assurance agricole et que les gens, par chance ou par malchance, doivent avoir une indemnité, un retour pour supporter un peu ce qui est perdu, le producteur agricole ne fait aucune démarche. Il n'y a pas de démarche à faire à l'endroit d'un commissariat de police, il n'y a pas de démarche à faire à l'endroit d'un assureur, mais tout est établi pour que ça soit le FNDA avec l'appui technique du partenaire qui est Poula, qui détermine le niveau de sinistralité, qui détermine le montant et qui s'organise pour transférer les ressources aux ayants droit. Donc, le producteur agricole ne fait aucune démarche et perçoit les montants. Alors, je disais, pourquoi nous avons accusé ce retard? En réalité, lorsque la sinistralité est établie, maximum 4 semaines ou plus tard, les bénéficiaires sont supposés être payés. Je vous ai dit à l'entame que l'année passée, c'était des noms sans numéro et même les noms, les 11 000 qui ont été, disons, retenus dans la base, il se fait que la grande majorité avait des numéros, ont des numéros qui ne sont pas du tout exploitables. Il faut s'assurer que le paiement qui est en train d'être effectué l'est plutôt à l'endroit du bénéficiaire réel. Parce que lorsque les producteurs agricoles de bonne foi ont des SIM qui ne sont plus utilisés, ont des SIM dont ils ne maîtrisent plus les codes pour faire des retraits, ont des SIM qui ont été abandonnés, et bien malheureusement, on était allé à une période où il faut actualiser avec les 0,1 disons, pour enregistrer de nouveau les 4 SIM. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu une traîne, il y a eu une lenteur dans l'indemnité à verser aux producteurs agricoles. En réalité, cette ressource, de façon disons, opérationnelle, c'est l'assureur à travers la contribution de ses co-assureurs qui mettent à disposition les ressources pour indemniser les producteurs agricoles. L'assureur l'année passée, c'était NCA et le montant total qui a été évalué pour indemniser les sinistrés, c'est un peu plus de 106 millions de francs CFA. Et ces 106 millions de francs CFA, un peu plus, ont été effectivement mis à la disposition intégralement de l'OTM qui est Celtis. Donc, les ressources pour indemniser, pour payer les indemnités existent, mais c'est la difficulté. En réalité, quand on parle de projet pilote, c'est aussi pour découvrir tout ce qu'il y a comme imperfection et pouvoir les corriger au fur et à mesure. Aucun projet pilote au cours de sa mise en œuvre n'est pas un projet avec toutes les perfections possibles. Non. Donc, tout ce que nous faisons, c'est de, disons, mettre en œuvre le projet pilote et au fur et à mesure déterminer les incohérences et pouvoir les corriger au fur et à mesure. Ça veut dire que les prochaines années,
il y a les éléments sur lesquels on sait maintenant qu'il faut, disons, être regardant pour que nous ayons au fur et à mesure un modèle qui soit de plus en plus parfait. Donc voilà un peu la précision que vous avez fait. J'ai été un peu long, mais excusez-moi, ça valait la peine pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, directeur, pour les précisions et tout. Je voudrais rappeler que si dans les explications des pièces tout à l'heure, quelqu'un avait une préoccupation, c'était déjà pris en compte de bien vouloir baisser le doigt pour qu'on sache, pour qu'on ait une idée véritablement de ceux qui ont encore de nouvelles préoccupations à faire. Donc, je vais donner la parole à M. Gérard Bouglo. S'il est là, il va aller directement sur sa préoccupation parce qu'on est en train d'être tenu par le temps. Donc, M. Gérard Bouglo, peut-être qu'il faut permettre à 2 ou 3 personnes, monsieur le journaliste, peut-être qu'il faut permettre à 2 ou 3 personnes de poser en même temps leurs questions. Leur question est donner la réponse. Voilà, justement, au lieu de répondre pas à pas. Donc, monsieur Bouglo, vous êtes là? Oui, merci. Salut, on appelle le président qui a fait la présentation. Et merci beaucoup à FNDA déjà pour l'effort qui est fait. Et ma question, d'abord, je voudrais premièrement m'assurer que j'ai bien compris que par rapport à la prise en compte des sinistres, c'est-à-dire quelle que soit la qualité, c'est-à-dire celui qui, par exemple, a une production de 10 hectares de coton, par exemple, je peux assurer que 2 hectares, c'est cela, ne peut pas aller au-delà des 2 hectares, quelle que soit la quantité qu'il a produit. C'est ce que cela me dit. Je voudrais bien comprendre ça, assurer que c'est bien ça. Maintenant, l'autre question que je voudrais aussi poser, c'est que dans le schéma que vous avez présenté ici, vous avez pris en compte que les 3 spéculations, c'est-à-dire riz, coton et les têtes de bœuf. Est-ce que ça voudrait dire que les autres producteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le soja, ils sont dans les petits ruminants, les volailles, ceux-là ne sont pas du tout pris en compte? Ou bien c'est la présentation qui n'a pas pris en compte cela? C'est un peu ma question. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Bouglo. Vos préoccupations ont été enregistrées. Je vais donner la parole à Mme Victoire Dissart pour poser ses préoccupations. D'accord. Je vais passer à M. Samson. Samson m'a dit. Alors, vous êtes là. Oui, allez-y. Allez-y. Je croyais que vous n'étiez pas là. Oui. Allô? Oui, un instant. Monsieur Bouglo, vous pouvez couper votre micro d'abord. Monsieur Bouglo, voilà. Oui, Samson, Monsieur Samson, un instant. Madame Victoire va poser sa préoccupation rapidement. On vous donne la parole. Oui, bonjour monsieur, bonjour cher présentateur. Allô? Vous me recevez? Oui, bonjour madame. Oui, on vous suit, 5 sur 5. Ok, merci beaucoup à vous pour l'initiative. J'ai fait l'assurance sur le pack BM Niger pour les véhicules en transit. Je suis intéressée par votre produit. Et actuellement, je suis membre d'une organisation non gouvernementale. Je voudrais demander, par rapport à votre projet, est-ce que les petits producteurs qui sont dans les zones reculées sont pris en compte? Parce qu'on constate que dans les mairies, c'est seulement les gros producteurs qui se regroupent. Les villageois qui n'ont aucune information, les analphabètes, ceux qui n'ont même pas de numéro de téléphone, qui n'ont même pas de radio pour suivre ce qui se passe, ils ne peuvent pas être informés. Je demanderais simplement s'il y avait une représentation. Vous pouvez avoir de représentation. Nous avons de domicile ici. Nous avons notre centre de représentation ici. Qu'est-ce qu'on peut, avec vous, concrètement, pour impacter au nord, dans la commune de Tchao, la plus grande commune du Bénin, pour que l'information puisse aller au fin fond, dans les zones rurales, pour atteindre les populations les plus vulnérables? Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup, Madame Victoire, pour votre préoccupation. C'est pris en compte. C'est bien noté. On va vous répondre tout à l'heure.
Donc, vous pouvez baisser votre doigt. Merci. Votre main, autant pour moi. Donc, Monsieur Samson, Madi, vous avez la parole. Ok, je vous remercie beaucoup. Ma préoccupation est déjà clarifiée en partie, mais ce qui reste, c'est que j'aimerais vous demander si les processus sont encore en cours pour indemniser ceux qui ne sont pas encore indemnisés. Et ma deuxième préoccupation est que s'il y a une date qui est fixée pour nous qui sommes les producteurs du riz, il y a une date qui est fixée pour la fin des inscriptions au cours de cette année. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, M. Samson. Je crois qu'on va répondre rapidement à ces différentes préoccupations avant de prendre d'autres personnes. Il y a M. Boglo qui demandait à savoir si on ne peut pas prendre au-delà de 2 hectares pour l'assurance. Voilà. Oui, j'ai noté toutes les questions pour aller vite. Hein. Voilà, allez-y. Oui, je crois que comme il a compris, il a une bonne compréhension. C'est juste 2 hectares qui sont assurés pour le riziculteur et c'est 2 têtes de bétail pour l'éleveur. En fait, nous comprenons, je comprends le souci parce que quelqu'un qui a plusieurs centaines de cheptels, qui a plusieurs dizaines d'hectares de coton et de riz, aurait souhaité vraiment avoir une garantie en termes de couverture assurantielle. Mais comme je l'ai dit, ici, nous sommes dans une phase expérimentale. Et quand on est dans une phase expérimentale, il faut avoir la chance d'avoir beaucoup plus de personnes touchées et pouvoir, disons, évaluer les éléments qu'il faut avant d'aller à l'échelle. En réalité, vers où nous voulons aller, disons, le but, c'est de permettre à ce que chaque producteur agricole, à travers la production vivrière, animale et halieutique, puisse comprendre l'importance de l'assurance agricole et savoir que finalement, il peut même s'adresser indépendamment même du FNDA, ça c'est finalement, à une institution financière et demander un crédit. J'estime que quand vous adressez à une institution financière et vous sollicitez un crédit et vous démontrez que vous avez assuré votre exploitation agricole, je pense que l'institution financière va mieux vous écouter. C'est vers là où nous allons. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes à une phase expérimentale, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on a voulu faire en sorte que tout le monde soit considéré sur une même base. Donc, même si vous avez 100 hectares de coton, aujourd'hui, pour ce projet pilote, aujourd'hui là, et qui peut vous permettre de bénéficier d'une subvention de l'État, c'est juste 2 hectares de coton qui sont assurés. Les spéculations, aujourd'hui, c'est le riz, c'est le coton et c'est le bétail. C'est ça qui a été retenu. Et encore une fois, c'est juste une phase expérimentale. Cela va sans dire que dans un avenir très proche, nous allons échanger avec les acteurs que vous êtes, avec toutes les associations possibles et avec le partenaire technique à l'implémentation et voir un peu dans quelle mesure on peut prendre en compte d'autres filières. Ça, c'est la question à ces 2 préoccupations-là. Alors oui, le projet pilote, c'est d'abord les petits producteurs. Le projet pilote, c'est d'abord les producteurs qui sont très éloignés des villages. Et comment est-ce que ces petits producteurs et éleveurs de bétail sont informés? Les coopératives, les responsables de coopératives et surtout à travers les CCR dans les communes. Je pense que dans chaque localité, producteur ou productrice de riz, il y a quand même des coopératives villageoises de producteurs de riz. Il y a quand même des coopératives villageoises de producteurs de coton. Il y a quand même des coopératives pour, disons, dédiées aux éleveurs de bétail. Donc, c'est à travers déjà les responsables de ces coopératives-là qu'il faut commencer par se prononcer
et faire en sorte que les noms de ces petits producteurs et productrices-là puissent être consignés dans des listes. Effectivement, quand on n'a pas l'information, ou bien quand on l'a très tard, on peut être dérangé, on peut même s'incriminer de ne pas être informé très tôt et pouvoir vraiment profiter de cette occasion-là de s'inscrire et d'inscrire son exploitation pour le compte de l'assurance agricole. Donc, c'est ça, c'est les coopératives au niveau des villages, c'est les CC au niveau des communes qui peuvent vraiment amener des gens à pouvoir vraiment s'inscrire pour l'assurance agricole. Le processus en cours continue. C'est vrai que nous avons commencé les sensibilisations depuis des mois. Nous sommes descendus un certain nombre de fois sur le terrain. Les listes continuent d'être confectionnées, donc les listes ne sont pas encore fermées, mais nous sommes en train de tendre vers la fin. En cette année 2025, c'est environ 89 000 producteurs que nous prévoyons de toucher. Producteurs, soit environ 75 000 producteurs de coton, environ 14 000 producteurs de riz et un peu plus de 1000 éleveurs de bétail. Un peu plus de 1000 éleveurs de bétail. Aujourd'hui, les listes sont en train d'être transmises et nous sommes en train de vouloir, disons, lancer la collecte des primes. Parce qu'il ne s'agira pas d'avoir son nom dans une liste, mais il faut effectivement que la personne ait payé sa fondation agricole. Je répète en disant que au niveau du riziculteur, il faut juste verser 2730. Aujourd'hui, nous avons identifié pour le départ Celtis, qui a déjà mis en place une syntaxe avec, je crois, les formules étoiles, 800 et quelques étoiles. Donc, il y a une formule de ce genre qui a été mise en place que nous allons mettre en communication au niveau des radios communautaires et au niveau des CICEC pour que les gens soient vraiment informés et qu'ils puissent effectivement commencer par payer leur contribution à la prime d'assurance. Il est prévu que ce communiqué-là parte aujourd'hui même. Et ça commence par passer sur les zones à partir des semaines qui viennent. Et le jeudi prochain, nécessairement, les gens doivent être sollicités pour commencer par payer leur prime d'assurance agricole. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire pour ces trois questions. Mais comme je l'ai dit, il y a le partenaire technique à l'implémentation qui, je crois, devrait être en ligne. Mais il y a aussi d'autres collègues qui, peut-être pour enrichir la discussion, peuvent prendre la parole pour donner des explications. Ce n'est pas exclu. Voilà, j'espère que j'ai couvert toutes les questions. Oui, je crois bien. Nous allons donner la parole à d'autres personnes. Je vais permettre à M. Kwadonou de poser ses préoccupations rapidement. Monsieur Kwadonou, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Kwadonou. Allez-y. Bonjour à tout un chacun. Je remercie donc Monsieur Calice pour sa brillante présentation et la maîtrise donc, du sujet. Je suis sidéré de sa qualité, même s'il n'est pas au cœur donc, de tous les aspects techniques, parce qu'il avait parlé donc, de M. Sagrana, ou bien, excusez-moi si je massacre le nom, qui devait normalement être du webinaire pour apporter donc, des éléments techniques aux préoccupations donc, des uns des autres. Je suis Abi Padonou, je suis de Coris Banque Internationale Bénin. Alors, j'ai suivi donc, le webinaire qui porte sur un sujet d'actualité, un sujet important qui, en réalité, constitue l'un ou l'une des raisons pour lesquelles les SFD, les banques, ont donc de la réticence donc, à financer le secteur agricole, parce que c'est un secteur hautement risqué, aujourd'hui plus risqué que avec les aspects donc, du changement climatique. Et donc, si aujourd'hui l'assurance agricole que nous appelons de tous nos voeux, qui devait normalement être un levier important d'accès au financement, M. Kalis vient de le rappeler encore tout à l'heure, c'est un outil très important
et qui devait faciliter donc l'accès donc des producteurs au financement agricole. Et vous savez très bien que le besoin en financement du secteur agricole est vraiment énorme. Et donc, il faut des garde-fous comme ça pour rassurer donc, le financier à aller sans pour autant perdre beaucoup de plumes. Et donc, je suis vraiment très content qu'à la mort donc, de la MAP, qu'on est en train de ressusciter progressivement, de susciter donc la chose dans le pays. Et la première question, c'est déjà, quelle est donc l'adhésion des producteurs donc, à ce... Je n'ai pas suivi donc, le début du webinaire. Vous allez vraiment m'en excuser si je vais poser des questions. Allô? Vous a un peu lâché à un moment donné. Apparemment, vous ne me recevez pas. Hein? Oui, monsieur Padono. Oui, maintenant c'est bon, monsieur Padono. D'accord. Oui, c'est bon, ça peut aller. D'accord, merci beaucoup. Et donc, je disais, je n'ai pas suivi le début, peut-être des questions seront posées et qui peut-être ont été abordées par d'autres participants pour lesquels même vous avez déjà donné des rapports de solutions. Et vous allez bien vouloir m'en excuser, mais déjà, moi, ma première des questions, c'est déjà de voir quelle est l'adhésion des producteurs donc, à ce projet. Parce que, vous savez, lorsque vous faites un peu le diagnostic, je ne sais pas si le diagnostic, la présentation a fait allusion donc au diagnostic sur l'assurance agricole au Bénin, les points forts, les points faibles et l'échec donc de la MAP. Est-ce que vous avez tiré vraiment le leçon donc de l'échec de la MAP? Parce que l'une des choses, c'est quoi? Lorsque vous garantissez aux producteurs, parce que vous savez, les assurances au Bénin, vous savez tous, est-ce que vous avez besoin d'eux, vous ne les trouvez pas, mais ils sont là pour collecter vos primes. Les producteurs ont vraiment de la haine pour ça. Et franchement, je peux vous dire, l'une des raisons qui ont milité à l'échec de la MAP, c'est beaucoup plus le non-paiement des primes, des indemnités à temps, d'accord, en temps et dans le délai. Parce que vous savez que l'agriculture, c'est une agriculture, c'est le temps, c'est le timing. Lorsque vous n'accompagnez pas, parce que vous allez parler maintenant donc, des primes de l'assurance basée sur les rendements. Et le dédommagement est beaucoup plus basé sur les intrants. Les intrants que vous avez identifiés ou bien paramétrés donc, selon les filières, les niveaux de primes à payer. Lorsque vous ne payez pas, donc ces primes, le barème que je viens de voir, les indices que je viens de voir, si vous ne les accompagnez pas à temps, je ne suis pas très sûr que ces producteurs pour une autre campagne vont adhérer. Vous avez parlé tout à l'heure d'une campagne de sensibilisation et que vous sollicitez donc que les producteurs libèrent leurs primes à temps. La libération de ces primes sera conditionnée à comment, par le passé, ces sinistres ont été traités dans le temps et dans le délai. Donc, le niveau de satisfaction. Donc, ça m'amène à vous demander quel est le retour des producteurs aujourd'hui avec la petite expérience que vous avez eue. Quel est leur retour? Est-ce que les gens sont vraiment adhèrent donc à la chose? Est-ce qu'ils sont vraiment fidèles? Avant que nous parlons maintenant de mise à l'échelle. Ceux qui posent les questions de pourquoi telle filière n'a pas été prise en compte, c'est une phase pilote. M. Karis l'a dit, on ne peut pas tout embrasser. Il faut aller mollo et d'abord susciter la chose en producteur. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, ce n'est pas de l'habitude des producteurs. J'ai dit assurance, ce n'est pas les choses au fait. Donc il faut y aller progressivement, mais des leviers, les paramètres sur lesquels il faut vraiment appuyer pour vraiment susciter leur adhésion. Alors, c'est... Allô? Oui, on est vraiment pas tenu par le temps, mais allez-y très rapidement. Oui, bon, je ne sais pas si vous êtes, si tu es totalement le temps est totalement imparti, je peux m'en arrêter là, hein, sinon j'ai des préoccupations. J'ai des préoccupations à soulever. Oui, allez-y directement sur les préoccupations. Alors, je voudrais les agents évaluateurs. Par exemple, quand je prends un producteur lambda qui a un niveau de rendement, parce qu'on a dit au-delà donc, de son 10%, c'est en ce moment-là qu'on commence pas à payer des primes en fonction donc, de tout ça. Ça dépend de l'échelle. On commence par 5%, 10%. Quels sont ces agents évaluateurs-là qui vont évaluer? Est-ce que
tous ces producteurs, j'ai entendu parler de 11 000 agriculteurs qui sont répertoriés, qui sont dans la base, qui ont libéré leurs primes. Je voudrais m'en assurer si c'est réellement ça. Si c'est ça, par exemple, tu sais, ceux qui ont été indemnisés au niveau de Karim Maman et consorts, comment avez-vous évalué? Et qui sont ces agents qui sont allés évaluer? Et avec quel matériel, avec quelle est la méthodologie d'évaluation? Est-ce que je voudrais vraiment que M. Kalis nous en parle davantage pour qu'on puisse comprendre. Et alors, les délais pour indemniser les sinistres, quel est le délai? Du moment où on constate donc, le sinistre, à quel moment on indemnise donc, le truc là, et le sinistré? Donc, il faut que vous essayez donc de nous préciser ces éléments-là. Les autres préoccupations, je préfère donc les formuler sous forme de questions et envoyer à M. Kalis. J'ai bien envie de rencontrer M. Kalis. Alors, l'autre chose pour finir, j'ai eu l'information que cette restitution, elle a été faite au niveau donc des SFD, mais je ne sais pas si vous avez déjà planifié donc cette restitution au niveau donc des professionnels de banque. Et si c'est déjà fait, si ce n'est pas fait, je souhaiterais que vous essayiez de programmer très rapidement pour que les dirigeants de banque aussi aient l'information que vraiment quelque chose est en train d'être fait et on peut vraiment s'appuyer sur ça pour booster donc, le financement agricole. Et pour terminer, et en tant que banque, comment est-ce qu'on peut, comment on appelle, quels sont les critères sur lesquels on peut s'appuyer pour vraiment, lorsque nous avons des dossiers de financement agricole, est-ce que je peux les envoyer au niveau donc, du projet pilote pour leur demander d'aller libérer leur quote-part de l'autre côté là-bas pour bénéficier de l'assurance qui me permettra à moi, par exemple, de les financer. Voilà, donc c'est pêle-mêle les questions que j'ai vraiment de l'appétence pour ce sujet-là, mais on ne pourrait pas tout dire. Voilà. Merci beaucoup, M. Kwadorou. Merci pour vos différentes préoccupations qui sont pertinentes. Je crois que nous allons donner la parole à M. Carliste pour répondre à quelques questions, mais je voudrais préciser que tout à l'heure, après les réponses de M. Carliste, nous avons fait passer une capsule vidéo qui est en quelque sorte un retour d'expérience, enfin, les bénéficiaires qui ont déjà expérimenté dans la phase pilote de ce projet, ils ont donné leurs impressions et tout. Donc, après les réponses de M. Caliste, nous allons passer cette vidéo pour quand même montrer comment la chose se passe sur le terrain. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à l'intervenant. Alors, je voudrais disons, dire très bonne préoccupation, surtout la toute dernière, ou est-ce qu'une banque ou bien une institution de microfinance peut renvoyer un demandeur de crédit pour aller assurer son exploitation agricole? Oui, mais pas encore aujourd'hui. Ici, nous sommes à une phase pilote, mais je crois que nous tendons vers ça, vers ce que vous avez ouvert comme réflexion, où de plus en plus, il y aura nécessité que la banque ou l'institution de microfinance demande vraiment à celui qui demande le crédit d'aller faire couvrir son exploitation économique. Donc, c'est très important. Alors, dans votre intervention, vous avez abordé des questions qui ont été beaucoup développées. Et je voudrais juste prendre le volet concernant l'adhésion des produits. Est-ce que les gens vraiment ont adhéré? Évidemment, avec l'expérience de AMAB, il y a vraiment beaucoup de réticence qui a été notée vis-à-vis des producteurs agricoles. Et heureusement que nous avons commencé l'année passée avec un échantillon de 11 000 où certaines, disons, franges au niveau des régions sont en train d'être indemnisées, heureusement. Donc, nous avons tenu compte de tout ce qu'on a pu découvrir comme faiblesse que notée au niveau de AMAM. Je ne vais pas revenir sur les faiblesses une à une. Donc, compte a été tenu de tout ça. Je l'ai dit au début, c'est ce qui a permis de proposer un autre produit différent de l'assurance agricole à indice pluviométrique.
pluviométrique. Parce que quand on parle de pluviométrie, vous comprenez comme moi qu'on peut dire qu'il y a eu pluie à Vaudier, par exemple, alors qu'il n'y a pas eu pluie à Saint-Rita. Alors que nous disons que nous sommes dans une même zone agroécologique. Et nous tenons compte du fait qu'il y a eu pluie quelque part et nous concluons que la saison pour cette zone a été bonne. Ça, c'est une faiblesse même du produit assurantiel qu'on a dénommé assurance agricole à indice pluviométrique. Et c'est ça, en fait, c'est le produit qui est commercialisé, qui a été commercialisé longtemps à travers les pays. Ce n'est pas au Bénin seul. C'est ça. Donc, compte a été tenu de toute cette faiblesse pour, disons, faire la proposition de l'assurance agricole à indice de rendement par zone. Je voudrais dire qu'en termes d'adhésion, tout ce que nous avons fait comme sensibilisation, nous avons noté effectivement l'adhésion des promoteurs agricoles, des producteurs agricoles. J'ai dit tout à l'heure que nous attendons, disons, au moins 14 000. C'est vrai qu'on peut aller beaucoup au-delà, beaucoup au-delà. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même proches et nous voulons faire en sorte que chaque producteur agricole qui peut désirer s'inscrire pour l'assurance agricole a encore le temps d'aller s'inscrire dans une liste. Donc, en termes d'adhésion, que ça soit au niveau des cotonculteurs, que ça soit au niveau des producteurs, si c'est la question d'assurance agricole tout court, je crois que l'idée, l'outil est totalement accepté et ne peut même en être autrement parce qu'on explique moins aux producteurs les questions d'effets de changement climatique et ils comprennent. Parce qu'ils font face tous les jours que Dieu fait aux effets du changement climatique. C'est ça. Et au moins, l'assurance agricole se positionne comme un outil pour permettre de sécuriser les revenus des producteurs agricoles. C'est ça. Parce qu'on peut produire et ne rien récolter du tout. Mais lorsque vous mettez en idée que si vous perdez, vous pouvez recevoir, ça veut dire que vous pouvez sécuriser votre revenu. Vous pouvez avoir des ressources pour commencer par lancer votre campagne agricole pour une nouvelle campagne. Donc, je pense que tout donne à croire, à penser qu'en termes d'adhésion, je pense qu'on n'a pas vraiment de problème. L'autre question, c'est le soutien de tous les autres acteurs pour qu'effectivement, qu'on ne se limite pas à une phase pilote. Parce que dans beaucoup de pays, les phases pilotes se sont rallongées, alors qu'aujourd'hui, nous pensons que nous développons un mécanisme, un outil qui nous permet vraiment de tenir compte de tous les aspects et s'assurer que ce que nous mettons en place peut se répliquer d'année en année. Donc, les questions d'échec, les questions de retour des producteurs et les questions de points forts, points faibles, c'est des questions qui ont été abordées dans la communication. Et comme vous avez proposé qu'on pourrait se voir pour échanger, je crois que nous sommes ouverts au FNDA. Vous serez la bienvenue, vous serez bien reçu. On peut aussi se déplacer pour aller vers vous, pour vous expliquer un peu ce qu'est l'assurance agricole. Et pour finir, effectivement, on peut envisager, et c'est même d'ailleurs envisageable, c'est déjà envisagé qu'on fasse une démarche vers les banques pour leur expliquer un peu l'assurance agricole et la position qu'ils peuvent occuper dans ce dispositif-là. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Midiaïnou, pour vos différentes explications, autant pour moi, excusez-moi. On va rapidement suivre la vidéo, témoignage, pour avoir une idée de comment le projet pilote se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est du concret? Donc, dans quelques secondes, la vidéo va commencer, on va suivre. Merci. C'est le Fonds national de développement agricole, FNDA. Je me nomme M. Hassan Sini, je suis producteur de riz dans la commune de Karimama, plus précisément de l'arrondissement de Compa. J'ai reçu une indemnité, une somme de 65 833 francs. C'est l'assurance qui nous a envoyé cette somme, qui nous a aidé parce que chaque
année, il y a des inondations et de la sécheresse. Et le président a pensé en nous, en nous aidant par un moment de casse transfert de 65 000. Il nous a aidé à acheter des engrais, on a acheté aussi de l'essence. On a pris cette somme-là pour prendre des nanos qui nous ont aidé à repiquer et travailler nos parcelles qui m'engagent, quel que soit le montant, parce que ce n'est pas une bête, ce n'est pas l'argent que je vais jeter dans l'eau. Si on parle de l'assurance, là, c'est quelque chose que même si j'ai une bête, même si ils ne vont pas me donner la totalité, j'aurai quelque chose quand même. Je sais que l'assurance n'est pas quelque chose, il faut s'amuser avec ça. Et même si tu n'as pas reçu l'argent cette année, s'il y a une cotisation, une subscription comme ça, ils n'ont qu'à participer parce qu'on ne sait jamais ce que l'année peut donner. Je vais les sensibiliser pour pouvoir venir souscrire massivement. Voilà, je crois que à travers cette capsule vidéo, nous pouvons déjà avoir une idée de ce qui se passe sur le terrain, de comment se déroule le projet pilote sur le terrain et ce qu'on peut déjà penser du projet, de la véracité du projet, de la concrétisation autant pour moi du projet. Nous sommes vraiment tenus par le temps. On devrait clôturer à 12h00. Là, ça nous reste encore 6 minutes pour clôturer. Sous la permission du directeur, je ne sais pas si on peut prendre encore une personne pour poser, parce qu'il y a plusieurs mains en l'air là. Je ne sais pas si on peut prendre encore une personne pour poser ses préoccupations et par la suite, on va conclure ou on conclut directement, monsieur le directeur. Oui, on peut prendre une question, s'il vous plaît, c'est possible. D'accord. Monsieur, je vais donner la parole à Piléa, s'il est là, qu'il veut bien prendre la parole. Piléa. OK, si... voilà. Allô? Allô, madame? Oui, allô, madame? Oui, bonjour le panel. Ah, OK. Bonjour, allez-y rapidement sur votre préoccupation. Oui, ce n'est pas une préoccupation, mais plutôt une suggestion du FNDA. Chaque fois, je suis les rendez-vous via Internet et je souhaiterais quand même si vous pouvez négocier avec le côté de l'impôt pour qu'on tienne ces gens de partage d'informations à leur niveau aussi. Cela nous aiderait beaucoup avec le fisc. Voilà ma suggestion. C'est bon, merci. OK, c'est vrai que je n'ai pas bien compris votre préoccupation, mais vous pouvez, et si vous avez les contacts du FNDA, vous rapprocher. Je suppose que vous êtes au sud. Physiquement, vous pouvez vous déplacer ou carrément, vous prenez contact pour qu'on vous donne la possibilité d'un échange en ligne. Je ne sais pas si ça vous satisfait. Bien sûr, c'est bon. Voilà. OK. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, on tire vers la fin, c'est ça? Oui, on est pratiquement à la fin. Hein. Donc, je vais vous permettre de dire un mot de fin et on va conclure. Nous sommes vraiment désolés pour ne pas avoir donné la parole à tout le monde. Je crois qu'il y aura d'autres rendez-vous, certainement, et on va permettre à tout le reste de parler, de poser leurs préoccupations. Comme vous le il y a les contacts du FNDA qui sont là et vous pouvez envoyer un mail ou appeler FNDA pour poser toutes sortes de préoccupations. Je crois que l'équipe est là pour répondre à temps. Donc, monsieur le directeur, vous pouvez placer rapidement un mot de fin pour qu'on puisse clôturer ce 3e webinaire du FNDA. Je vous remercie très sincèrement pour avoir organisé ce panel de discussion. Je suis vraiment désolé pour ces nombreuses mains à qui on n'a pas pu donner la parole pour poser des préoccupations. Cela montre d'ailleurs l'intérêt accordé à la question d'assurance agricole. Nous sommes
près près de 200 personnes que j'ai vues tout à l'heure en ligne. Je voudrais sincèrement remercier chacun et chacune et demander que chacun qui a pris part à ce webinaire soit, disons, le porte-parole pour apporter la nouvelle à ceux-là encore qui désireraient s'inscrire à l'assurance agricole. Voilà, je voudrais dire merci et surtout aux partenaires qui nous appuient. J'ai dit tout à l'heure la DDC qui est pour continuer l'aventure au cours des années à venir. La coopération luxembourgeoise, non seulement à travers les primes d'assurance agricole, mais aussi à travers l'accompagnement technique et toutes choses qui sont gracieusement offertes au FNDA pour lui permettre de, disons, d'évoluer sur ce chantier de l'assurance agricole. Donc aujourd'hui, c'est un projet pilote, mais demain, ça pourrait ne plus être projet pilote, ça sera clairement et carrément l'assurance agricole. Donc, tout ce que nous faisons, c'est aller vers ce chantier-là. Et pour ça, nous remercions très sincèrement tout ce que le gouvernement fait déjà et est prêt à faire pour que l'assurance agricole devienne une institution au Bénin. Je voudrais, pour terminer, remercier et saluer Poula qui nous a accompagnés techniquement, mais aussi le responsable aujourd'hui du FNDA qui ne ménage aucun effort pour donner de la visibilité à l'assurance agricole, parce que conscient de ce que quand il y a l'assurance agricole, la question de financement agricole va prendre du volume et ça ne peut être que vraiment victoire pour tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, merci à chacun et à chacune. L'annoncement dans les listes continue. Veuillez vous rapprocher de vos coopératives dans vos villages. Veuillez vous rapprocher des CSEC au niveau des communes. À partir de jeudi prochain, le paiement des indemnités commence à travers une plateforme mise en place par Celtis. Le communiqué va commencer par passer. Aujourd'hui, nous avons identifié le réseau Celtis pour collecter, mais je pense que ça ne va pas être la seule option de collecte des primes parce qu'il faut nécessairement avoir une SIM Celtis pour pouvoir payer la prime d'assurance agricole. Si on s'en limitait là, on va peut-être être amputé. Et c'est pour ça que je dis que le paiement par Celtis n'est qu'une option. Il y a d'autres options qui seront, disons, mises en place pour aider dans un temps record à mobiliser les primes d'assurance qui doivent être payées par les producteurs agricoles. Merci beaucoup. Ça, c'est mon mot de fin et à très prochainement. D'accord, merci beaucoup, DPSE, pour vos différentes explications, pour vos différentes clarifications sur le projet pilote assurance agricole. Oui, s'il te plaît, les gens qui n'ont pas pu poser leurs questions peuvent déposer les questions sur les canaux. Justement, le contact appel et WhatsApp du FNDA, c'est le 01 68 68 72 72. Donc, si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler directement, comme vous pouvez laisser un message sur ce numéro 01 68 68 72 72. Le numéro est écrit dans le chat 01 68 68 72 72. Vous pouvez également envoyer un mail au FNDA à travers contact @fnda.bj. Vous pouvez également aller sur le site web du FNDA pour avoir d'autres informations. Le site c'est www.fnda.bj. Donc, merci à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire organisé par le FNDA en collaboration avec le journal agricole, Le Rural. Et c'est un plaisir pour nous de vous servir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et vivement le 4e numéro de FNDA Talk. Merci beaucoup. Merci DPSE, merci FNDA. Merci, à très prochainement à tous. Merci encore. Ouais, à la prochaine.